Bien, bien, chers amis, pardon de ces réglages techniques. Voilà, donc on continue. On était hier lancé sur les situations. Donc je vous rappelle qu'on est dans le chapitre 3 sur les associés. On est en train d'évoquer dans la section première qui concerne les situations particulières affectant les droits de l'associé. On est en train d'évoquer, première situation particulière, l'indivision portant sur les droits sociaux. Et donc, je vous avais indiqué que la particularité, enfin, le traitement juridique de la situation où on est propriétaire ensemble de droits sociaux, par exemple parce qu'un associé est décédé et que ses parts ont été transmises en héritage à plusieurs personnes qui se retrouvent pour le moment en indivision, eh bien, on a dit que le traitement juridique de cette situation était le suivant, c'est que, premièrement, on allait reconnaître à chaque associé la qualité d'indivisaire, mais dans le même temps, l'exercice des prérogatives d'associé allait se faire de manière contrainte par le régime de l'indivision. Donc, grand A, dans ce paragraphe premier, la reconnaissance de la qualité d'associé à chaque indivisaire. C'est vrai qu'on pouvait avoir plusieurs approches possibles de la question et les textes ne disent pas clairement chaque associé, chaque indivisaire, a la qualité, j'ai été perturbé par ces installations techniques, chaque indivisaire a la qualité d'associé. Les textes ne le disent pas et on avait plusieurs analyses possibles. On s'était demandé, première analyse possible, si on devait reconnaître la qualité d'associé à l'indivision elle-même. L'indivision pris globalement, les différents associés pris globalement, est-ce qu'il s'agissait finalement d'un associé, un associé particulier? On avait un problème à suivre cette analyse parce que si on suivait cette analyse, il fallait considérer qu'on avait un associé mais qui était du coup une entité sans personnalité morale, parce que l'indivision n'a pas en tant que telle la personnalité morale, c'est un groupement sans personnalité juridique. Chaque indivisaire a la personnalité juridique, sinon il ne pourrait pas être propriétaire, mais en tant qu'entité, en tant que groupe, l'indivision n'a pas la personnalité juridique. Donc ça ne marchait pas de dire que on avait une indivision associée, un seul associé qui aurait été l'indivision, ça ne marchait pas du fait de cette absence de personnalité juridique. Autre possibilité que l'on pouvait prendre en considération, c'était l'idée de dire que la qualité d'associé était répartie entre tous les indivisaires. Ils auraient été un associé, un seul associé, mais fractionné entre plusieurs personnes distinctes. Et troisième thèse, c'est celle qui a été finalement entérinée par le droit positif, c'était la thèse d'Alain Viandier, le professeur Alain Viandier, et c'était de reconnaître précisément la qualité d'associé à chaque indivisaire. Donc c'est la jurisprudence qui nous a donné la solution, et la jurisprudence, alors, a eu quelques évolutions, a commencé au départ à nier en apparence la qualité des indivisaires, et puis celle-ci a été la qualité d'associé des indivisaires, et puis celle-ci a été reconnue par un arrêt particulièrement de la première chambre civile du 6 février 1980. Première chambre civile, 6 février 1980, arrêt publié au Bulletin. Et puis on a un arrêt, mais ce n'est pas le seul, un arrêt récent que je vous signale, qui est un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 janvier 2014. C'est un arrêt important, j'y reviendrai quand on va parler de l'exercice des prérogatives d'associés. Mais l'arrêt de la Chambre commerciale du 21 janvier 2014, c'est un arrêt qui nous rappelle que pour la Cour de cassation, la qualité d'associé est reconnue à chaque indivisaire. Donc si vous êtes en indivision, même si vous n'avez qu'une fraction très faible, vous êtes 1000 indivisaires sur la propriété d'une seule action, vous êtes tous individuellement des actionnaires.
Donc la solution du droit positif, c'est bien celle-là, c'est chaque indivisaire a la qualité d'associé ou d'actionnaire. Et puis, deuxième temps du raisonnement, c'est le grand B. Lorsque les indivisaires veulent mettre en œuvre leurs prérogatives, ils doivent se plier au régime de l'indivision. Alors, ce régime de l'indivision sur droits sociaux, il est en partie défini par des textes du droit des sociétés. Il y en a peu, mais particulièrement, il y a un texte qui va beaucoup nous intéresser au cours de ce semestre, c'est l'article 1844 du Code civil, dont la partie la plus forte, le premier alinéa, c'est « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Donc ça, c'est un principe très important. L'associé a le droit de participer aux décisions collectives. Et on nous dit, le dernier alinéa, il y a 4 alinéas dans le texte, le dernier alinéa nous dit, si quelqu'un veut mettre le lien sur le texte à côté de l'écran Facebook, ça pourra être utile à ceux qui nous suivent. En tous les cas, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Et le dernier alinéa, deuxième alinéa, c'est sur les copropriétaires, donc les indivisaires. Troisième alinéa, c'est sur l'usufruitier et le nu propriétaire qu'on va voir tout à l'heure, donc le démembrement de propriété. Et le dernier alinéa nous dit les statuts peuvent déroger aux dispositions des 2 alinéas qui précèdent, donc pas à l'alinéa premier, les statuts ne peuvent en aucun cas déroger à la règle selon laquelle tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Donc c'est un texte important, l'article 1844, et donc le deuxième alinéa envisage de manière expresse la situation des indivisaires. Et on nous dit quoi? On nous dit les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. Donc, le droit des sociétés prévoit une règle de représentation des indivisaires par un mandataire unique. Pourquoi, à votre avis, on prévoit ça? Imaginons que vous soyez tous indivisaires sur une seule part sociale. Est-ce que je suis content de cette situation si je suis la société? Au moment d'organiser l'assemblée. Oui, monsieur? Un fractionnement dans le pouvoir de décision au niveau de la société qui porterait à une impossibilité de prendre la décision. Absolument. Il y aurait un fractionnement au niveau de l'exercice du droit de vote qui empêcherait de prendre des décisions, mais même avant qu'on parle de... Enfin, empêcher de prendre des décisions, si on est la société, ça ne nous gêne pas. On est au premier rang, vous êtes 9 associés, plein propriétaires, et imaginons que tout le reste, vous êtes des centaines de copropriétaires. Vous êtes comme dans ce film, vous savez, avec ce type qui fait du don de sperme et puis qui se retrouve avec des centaines d'enfants différents. Bon, oui, il y a eu un remake français, peu importe la version, mais imaginons qu'il avait une action ou une part et il est décédé, et donc vous vous retrouvez tous en indivision sur sa part. Bon. Donc voilà, vous êtes des centaines de personnes indivisaires sur une part sociale unique. Avant, on faisait nos assemblées de société, on était quand même assez tranquille parce qu'on les faisait dans une petite pièce. À cause de vous, on est obligé de louer un amphithéâtre à prix d'or pour faire nos assemblées. Déjà, on n'est pas très content. Et à l'assemblée, alors qu'avant ça se passait vite, vous débarquez à 200 et quelques. Donc vous êtes tous copropriétaires de la part sociale qu'on avait vendue à la personne dont vous tenez aujourd'hui vos droits et qui est décédée. Donc vous arrivez avec vos droits d'associés et avec en bandoulière votre arrêt du 6 février 1980 en disant « mais nous, on est des héritiers, on veut pouvoir jouir de nos droits d'associés parce que chacun d'entre nous, en tant qu'indivisaire, a la qualité d'associé. Relisez, Monsieur le Président, puisque je suis président de la société, relisez cet arrêt qui nous donne la qualité d'associé individuellement. »
Vous imaginez l'Assemblée au cours de laquelle, quand on commence, alors voilà, je présente les comptes de l'année de l'exercice passé, nous avons fait un bénéfice de 300 000 €. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bénéfice? Eh bien, je vous propose d'en distribuer une partie. Est-ce que vous êtes d'accord? Au premier rang, on discute, et puis là, vous voulez participer. Et pour participer, chacun d'entre vous a une opinion différente sur le sujet. Nous, on est un peu embêtés, ça ralentit notre assemblée, on ne sait pas très bien comment faire. Est-ce que vous devez vous réunir entre vous? Il y en a un qui dit « Attendez, il faut qu'on parle entre indivisaires, est-ce que vous pouvez sortir ?» Bon, on commence à l'avoir un peu mauvaise. En même temps, si on vous fait sortir, vous, on va y passer la journée, le temps que vous sortiez et que vous rentriez, pour peu qu'il y en ait un qui dise « Ah oui, mais j'ai oublié de leur dire un truc, venez !» On ressort tous, et c'est reparti à 200 et quelques dehors. Bon. Puis bon, j'imagine dehors, pour faire un conciliabule avec le nombre que vous êtes, ça va prendre toute la journée. Au bout d'un moment, on en a marre. Et pour éviter les difficultés, c'est bien pour ça qu'on dit que vous devez être représenté par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. Donc vous pouvez avoir donné mandat à un tiers, professionnel ou non, ou à l'un d'entre vous, pour venir dire en une seule fois si vous votez oui ou si vous votez non. Dans mon exemple, vous aviez une part sociale unique, vous n'allez peut-être même pas venir, mais si vous avez une part du capital plus importante, vous allez sans doute prendre le temps d'exercer vos droits, et ça justifie que vous vous déplaciez, que vous discutiez. L'idée, c'est que, avec cette histoire de mandataire unique de l'article 1844, alinéa 2 du Code civil, l'idée, c'est que vous réglez vos questions d'indivisaire entre vous, avec votre mandataire unique avant l'Assemblée. Et lui, quand il vient à l'Assemblée, il va voter en une seule fois pour vous tous. Donc, on a une règle particulière qui est prévue par le droit des sociétés pour faire en sorte que les indivisaires ne mettent pas le bazar à l'Assemblée en étalant leurs dissensions et en votant, en prétendant voter, certains dans un sens, d'autres dans l'autre sens. Donc, les indivisaires sont représentés par un mandataire unique. Là, c'est bien une règle spéciale du droit des sociétés. Alors, règle spéciale du droit des sociétés, mais je vous parlais tout à l'heure de l'arrêt du 21 janvier 2014, qui concerne précisément cette hypothèse. Vous avez 3 personnes qui sont en indivision et qui viennent, 3 personnes qui sont en indivision. On tient notre assemblée de la société et une partie des parts sociales sont donc détenues par les 3 indivisaires. Arrive à l'Assemblée le représentant unique des 3 indivisaires. Et puis, je vois que le suit, il est en train d'essayer de passer la porte, un premier indivisaire, et puis un deuxième indivisaire, et puis le 3e indivisaire. Que dois-je faire? Est-ce que je vais leur interdire l'accès à l'Assemblée ou est-ce que je dois les laisser entrer et s'asseoir? En l'état de ce qu'on a dit, on n'a pas de solution, parce qu'on a dit que... Enfin, on n'a pas de solution. Les 2 solutions sont concevables. D'un côté, chaque indivisaire a la qualité d'associé, ça voudrait dire qu'ils peuvent participer à l'Assemblée, mais de l'autre côté, s'ils ont l'obligation de voter par le biais d'un mandataire unique qu'ils ont désigné, article 1844, alinéa 2 du Code civil, vous comprenez qu'on pourrait très bien considérer que ce mandataire unique, lorsqu'il est présent à l'Assemblée, eh bien, il épuise les droits de participer aux décisions collectives des associés, et à ce moment-là, on peut très bien considérer que les associés n'ont pas le droit d'entrer. Dans cet arrêt, on va privilégier la première solution. On va considérer que même s'ils sont représentés par leur mandataire social unique, les associés ont le droit, les indivisaires, parce qu'ils sont associés, pardon, ont le droit de participer aux décisions collectives, et donc je dois laisser rentrer les indivisaires.
Ça veut dire qu'à l'Assemblée, vous avez, et ça c'est une distinction importante qu'on va trouver entre le droit de participer aux décisions collectives et le droit de voter. Le droit de participer aux décisions collectives, c'est le droit, imaginons une assemblée, moi je suis le président, vous êtes face à moi, on a un ordre du jour, donc vous avez été convoqué pour statuer sur un certain nombre de décisions, et donc vous avez des propositions de résolution. Par exemple, notre bénéfice de 300 000 €, on veut en distribuer une partie et en mettre une partie en réserve. Bien. Donc, on vous fait cette proposition, et là, on va voter, mais avant de voter, on va discuter. C'est la partie décision collective. On va parler les uns les autres pour faire valoir nos arguments. Certains d'entre vous vont dire « Moi, je pense qu'on peut tout distribuer parce qu'on a des réserves importantes. Et donc, pourquoi garder de l'argent sans le distribuer aux actionnaires ou aux associés ?» D'autres vont dire « Non, parce que vous savez, cette année, on voudrait faire un investissement. Et il est important que la société, je ne sais pas moi, achète un nouveau siège social ou développe une nouvelle activité qui demande du coup un certain nombre de des fonds. Et donc pour ça, plutôt que d'emprunter auprès d'une banque, eh bien, nous préférons que la société auto-finance cette activité. Et donc ça veut dire qu'on préférerait qu'elle ne distribue pas du tout le bénéfice et qu'elle garde tout en réserve. Bon. Donc ça, c'est la partie décision, la partie discussion. Et puis, cette partie-là étant épuisée, chacun a dit ce qu'il avait à dire, on va maintenant voter, c'est-à-dire qu'on va regarder, alors, comme ça, manuellement, ou avec des logiciels particuliers, on va, et puis il y en a qui ont voté en envoyant des pouvoirs, ou en votant par correspondance, donc ils ont déjà indiqué en quel sens ils votaient, et donc à ce moment-là, on va avoir le vote proprement dit, on va savoir si on vote oui à la proposition de résolution ou si on la rejette et si on vote autre chose. Donc, distinction à faire entre la participation aux décisions collectives et le droit de vote, le vote proprement dit. L'arrêt du 21 janvier 2014, ce qu'il nous dit, c'est que quand vous avez des indivisaires, même représentés par un mandataire unique, le mandataire unique exerce le droit de vote, mais parce que les indivisaires sont des associés, eh bien, les indivisaires ont le droit de participer aux décisions collectives. Donc, si je reprends notre exemple de tout à l'heure, vous êtes venus très nombreux, vous avez le droit de participer à l'Assemblée, vous avez le droit de donner votre point de vue sur chacune des questions, et ça pourrait durer comme ça. À un moment, il y aura peut-être un abus du droit de participer aux décisions collectives, parce qu'on comprend que finalement, vous êtes là plus pour nous faire perdre du temps qu'autre chose, mais normalement, tant que vous voulez la parole pour vous exprimer en tant qu'associé sur une question qui est à l'ordre du jour, je dois, en tant que président, vous la donner et vous pouvez vous exprimer. Oui ? Est-ce que le mandataire reçoit le mandat pour participer aux décisions ou pour voter? C'est-à-dire s'il y a les trois associés qui veulent participer aux discussions, le mandataire peut-il demander de prendre la parole? Bien sûr, il peut prendre la parole. Le mandataire, on peut lui dire de prendre la parole, on peut lui dire de voter dans un sens ou dans l'autre. Après, le mandataire peut aussi avoir reçu un mandat où il vient, il voit et il vote de la manière qui lui semble la plus opportune. Après, si les indivisaires ne sont pas d'accord avec le mandataire, ils peuvent en nommer un autre. Mais dans le fait, avec l'arrêt du 21 janvier 2014, le fait que les indivisaires ont le droit de voter, effectivement, comme vous le dites ici, ça dépend du mandat. On peut lui donner un mandat impératif ou un mandat où il reste libre de choisir la manière dont il vote, mais ce sont les indivisaires qui vont décider du mandat qu'il lui donne et des instructions qu'il lui donne. On nous dit simplement dans le texte, en cas de désaccord,
le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent, c'est-à-dire du plus diligent des indivisaires. Mais si les indivisaires arrivent à se mettre d'accord, et effectivement, je réponds à une question qui est posée, le mandataire désigné par les indivisaires dispose-t-il bien d'autant de voix que d'indivisaires qu'il représente? Il dispose d'autant de voix qu'ont les indivisaires qu'il représente. Si les indivisaires ont 3000 actions, il va voter avec leurs 3000 actions. Après, il serait concevable que les textes ne l'autorisent pas expressément, mais quand vous donnez mandat à quelqu'un pour voter pour vous à l'Assemblée, vous pourriez avoir quelqu'un qui vote de manière fractionnée, c'est-à-dire que j'ai 3000 actions, vous êtes 3, il y en a 2 qui pensent oui à la décision qu'on va voter et un qui pense non, on pourrait admettre que, eh bien, moi, mandataire, je vais voter pour 2000 actions oui et pour 1000 actions non. Mais je crois que la plupart du temps, le mandataire d'une indivision va voter globalement, les indivisaires s'étant déterminés entre eux, peut-être à la majorité, avant la réunion. En tous les cas, donc, cet arrêt, il est important, l'arrêt du 21 janvier 2014, parce qu'il nous dit bien que le droit de participer aux décisions collectives de l'associé et donc de chaque indivisaire lui permet de venir à l'Assemblée pour prendre part aux discussions, même s'il vient représenté par ailleurs par un mandataire unique, étant précisé que si on est en indivision, seul le mandataire unique peut exprimer le droit de vote des indivisaires. Oui ? Pardon, un tout petit peu plus fort. Les indivisaires doivent exercer leur vote avant l'Assemblée. Ils peuvent se réunir avec le mandataire et lui dire « nous voulons que vous votiez oui à telle décision », mais ils pourraient aussi accompagner le mandataire à l'Assemblée, participer aux discussions et se tourner vers lui en lui disant « maintenant vous votez oui ou vous votez non ». Donc, ça c'est la situation de l'indivision, et voilà un exemple de situation qui est réglée par un texte spécial, texte spécial, représentation par un mandataire unique, mais on voit que le texte ne règle pas tout, et la jurisprudence vient compléter en vous disant que oui, mais le droit de participer aux décisions collectives, il reste pour chaque indivisaire, parce qu'il a la qualité d'associé, ce droit de participer aux décisions collectives. Pour d'autres prérogatives, les choses ne sont pas réglées de manière aussi nette. Et voilà une autre prérogative que l'on peut évoquer, c'est le droit, alors c'est une prérogative qu'on verra, ça fait partie du droit d'information des actionnaires des sociétés par action. Quand vous êtes actionnaire d'une société par action, vous avez le droit de demander en justice la désignation d'un expert pour vous informer sur des opérations de gestion de la société. Si vous êtes actionnaire, mais on va voir que c'est actionnaire avec au moins 5% du capital social, vous pouvez demander des informations aux dirigeants. Imaginons que vous êtes une société par action, c'est l'article L225-231 du Code de commerce. Vous êtes les actionnaires, on est une société par action. Moi, je suis le président. J'ai vendu cette année un bien de la société, j'ai vendu un immeuble. Vous êtes étonné parce que c'est un immeuble qui était un immeuble de grande valeur et apparemment, je ne l'ai pas bien vendu. Donc vous vous demandez pourquoi est-ce que l'immeuble n'a pas été vendu plus cher. On a notre assemblée, vous m'interrogez, vous me posez des questions, ou vous m'écrivez pour me demander, mais que s'est-il passé? Éclairez-nous sur la vente de l'immeuble en question. Je ne vous réponds pas, ou je ne vous donne pas, je vous dis non mais le marché était plus difficile que vous ne le pensez, la vente a été bien faite, oui, comment, à un de mes cousins.
Bah oui, pourquoi pas, oui, mais la vente a été bien faite, j'ai durement négocié, c'était pas facile, hein, vous pouvez penser avec un de mes cousins, bon, voilà, mais en tous les cas, tout s'est bien passé, je vous rassure, et la société a été bien gérée. Vous n'êtes pas satisfait de mes explications, vous pouvez recourir à cette procédure qui nous dit quoi, article L225-231, que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peuvent poser par écrit au président des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. Pour le moment, je ne vois pas tous les détails du texte, c'est plus du droit spécial, mais on nous dit que, à défaut de réponse dans un délai d'1 mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Ça veut dire que vous me posez des questions sur la vente de l'immeuble, de la société. Vous m'écrivez. Si je ne vous réponds pas dans le délai d'1 mois ou si ma réponse ne vous semble pas satisfaisante, vous pouvez saisir le juge des référés. Donc juridiction rapide, vous pouvez saisir le juge des référés pour qu'il nomme un expert. Donc vous allez avoir un professionnel, un expert judiciaire, qui va venir et qui va m'interroger, qui va me demander la communication des documents relatifs à la vente et qui va faire un rapport qu'il va vous remettre. Le rapport va être assez largement diffusé. En tous les cas, le rapport va être communiqué à l'Assemblée des actionnaires et vous serez éclairé sur la vente. On vous dira que la vente a été faite. Il y aura un avis qui sera donné. On vous dira, par exemple, que la vente a été faite très en dessous des conditions du marché, ce qui me surprendra beaucoup parce que pourtant, mon cousin m'avait assuré que le prix qu'il me proposait était très bon. Vraiment, je ne comprends pas. Comment ça, des rétro-commissions que j'aurais reçues? Non, ça non plus, je ne comprends pas. Vous voulez vraiment une expertise de gestion? Bien, écoutez, je suis... Bon. Bref, vous avez compris donc, on a ce droit d'information qui est prévu par les textes. Sauf qu'on nous dit qu'il faut avoir au moins 5% du capital social. 5% du capital social, mais on ne nous dit pas comment ça se passe quand on a des personnes qui sont en indivision. Si vous avez 10 personnes qui ont des actions en indivision, qui sont propriétaires, donc copropriétaires, propriétaires indivis, ensemble des actions, est-ce qu'il suffit qu'un indivisaire soit en indivision sur 5% des actions? Est-ce qu'il faut qu'on fasse, si vous voulez, un prorata, c'est-à-dire que si je veux être considéré comme ayant 5% alors que je suis en indivision et qu'on est 10, il faudrait que je sois indivisaire d'au moins 50% des actions de la société? Ou est-ce qu'il faut, et on retombe un peu sur nos interrogations du début, comment appréhender l'indivision, ou est-ce qu'il faut que tous les indivisaires, main dans la main, agissent ensemble pour demander l'expertise de gestion? Réponse de la Cour de cassation, c'est un arrêt de la Chambre commerciale du 4 décembre 2007, donc arrêt de la Chambre commerciale du 4 décembre 2007, on nous dit que la demande de désignation de l'expert sur le fondement de l'article L225-231 du Code de commerce peut être présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant de manière indivise au moins 5% du capital. Ça veut donc dire qu'il suffit qu'un seul des indivisaires fasse la demande. Ce qui compte, c'est de vérifier que l'indivision porte bien sur au moins 5% du capital social. Donc on ne demande pas, il n'y a pas de prorata à faire, il n'y a pas tous les indivisaires qui devraient agir ensemble pour
dire qu'ils détiennent à eux tous au moins 5% du capital social. On permet qu'un seul indivisaire fasse la demande. Une explication de cette solution qui permet du coup d'ouvrir beaucoup plus l'expertise de gestion, on peut la trouver. Hier, je vous ai donné quelques éléments très rapides sur le régime de l'indivision. Et je vous ai dit que qu'est-ce que je vous avais dit sur les actes conservatoires? C'est-à-dire les actes qui visent à conserver le bien. Je vous avais dit qu'il y avait une répartition des pouvoirs prévus par les textes, que pour certaines choses, il fallait que les indivisaires soient une majorité, que pour d'autres choses, ils pouvaient faire ces actes seuls. Et je vous avais parlé des actes conservatoires. Je vois que ça ne vous a pas laissé un souvenir impérissable, mais je prends... Oui, monsieur ? Exactement, parce que comme le bien pourrait être en péril, on va permettre à un seul indivisaire de faire l'acte. Et c'est l'article 815-2 du Code civil qui nous dit « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. » Les spécialistes du droit des biens vous expliqueront bien mieux que moi que, article 815-2 du Code civil, que ce type de règle est importante parce qu'elle permet que les biens soient bien gérés, peu importe qu'ils soient détenus par un grand nombre de personnes. Là, on privilégie la bonne gestion du bien sur le respect du consentement de chacun. On pourrait dire non, quand quelqu'un est propriétaire, même s'il est propriétaire avec d'autres, il faut toujours son accord pour que le bien fasse l'objet de mesures particulières, comme un acte, même un acte conservatoire. Non, on vous dit qu'un acte conservatoire, ça peut être décidé par un seul indivisaire. Et finalement, on peut se dire que c'est l'explication qui sous-tend notre décision du 4 décembre 2007, c'est l'idée que demander une mesure d'information aux dirigeants pour des actes, on le verra quand on verra le droit spécial, pour des actes qui sont suspects, parce que pour obtenir la désignation d'un expert, il faut que l'acte soit présumé porter atteinte à l'intérêt social. Le dirigeant qui vend un bien de la société, un bien important, à quelqu'un avec qui il est lié par un lien familial, dans mon exemple, et à un prix qui manifestement n'est pas un prix élevé, eh bien on peut considérer que, ou pas assez élevé, on peut considérer que l'acte a l'air non conforme à l'intérêt de la société. Donc voilà une autre illustration de l'exercice de leurs prérogatives d'associés par les indivisaires. Autre illustration, et je terminerai là pour l'indivision, la faculté reconnue par la jurisprudence que chaque indivisaire puisse exercer l'action ut singuli, c'est l'action sociale exercée ut singuli, quand vous avez un dirigeant qui cause un préjudice à la société. On le verra mieux dans le statut des dirigeants, mais on l'évoque maintenant. Quand vous avez un dirigeant qui cause un préjudice à la société, qui a droit à réparation? La question est relativement simple. Alors, oui, c'est la société. Qui représente la société? Le dirigeant. Donc, ça voudrait dire que la société représentée par le dirigeant devrait exercer une action en responsabilité contre le dirigeant. Le dirigeant peut s'en vouloir, il peut trouver qu'il est un mauvais dirigeant. Est-ce qu'il va aller jusqu'à dire « Bon, allez, c'en est trop, j'en ai trop fait, je m'assigne moi-même en responsabilité, et c'est même pas moi qui m'assigne, je m'assigne, mais j'agis au nom de la société pour que toutes les condamnations auxquelles je serai condamné, eh bien, aillent dans les caisses de la société. » Comme c'est une situation assez peu probable, eh bien,
on a prévu la possibilité pour les associés d'exercer eux-mêmes l'action de la société. Par principe, c'est le dirigeant qui représente la société, mais exceptionnellement, pour exercer une action en responsabilité contre le dirigeant, on permet que la société soit représentée par un ou plusieurs associés. On verra les modalités de cette action, mais retenez déjà qu'on va permettre à un indivisaire d'exercer l'action sociale ut singuli, donc l'action de la société contre le dirigeant exercée par un associé. C'est un arrêt de la Chambre criminelle du 4 novembre 2009. Bien. Donc ça, c'était, première situation, la situation de l'indivision. Et on y a passé beaucoup de temps, mais c'était important de bien comprendre. On a vu d'autres institutions. Oui, monsieur. Il suffit que l'indivision porte sur 5% des actions, dans l'exemple que j'ai donné, pour qu'on puisse exercer les droits qui demandent la détention de 5% du capital. Même si vous êtes 50 indivisaires et vous avez chacun 2% des droits de l'indivision, des parts d'indivision, vos 2% qui portent sur 5% du capital social, ça suffit parce que vous êtes un associé et cet associé a le droit d'exercer la demande d'expertise de gestion. L'action en demande d'expertise de gestion. Tout va bien ? Bon. On voit des choses qui ne sont pas faciles, là, qui sont assez compliquées, parce qu'on est à cheval sur le droit des sociétés et sur le droit des biens. Voilà. Donc, première situation qu'on a vue. Deuxième situation qu'on a vue, après l'indivision, paragraphe 2, le démembrement de propriétés portant sur les droits sociaux. Et là, c'est intéressant parce qu'on a une décision très récente qui vient relancer le débat sur cette question, qui est une question assez intéressante. Alors, sur le démembrement de propriété, il faut déjà... Vous l'avez étudié ou pas, le démembrement de propriété, à un moment donné? Certains un peu? Bon. Je rappelle simplement ce dont il s'agit. On est encore en droit des biens. Dans le Code civil, alors c'est plus l'indivision, là, ce n'est pas des personnes qui sont ensemble copropriétaires qui auraient les mêmes droits. On est en présence d'une propriété qui est démembrée, c'est-à-dire qu'on partage les prérogatives attachées au droit de propriété. Et on les partage entre, d'une part, l'usufruitier, d'autre part, le nu propriétaire. Ce sont les articles 578 et suivants du Code civil qui nous intéressent ici. On nous dit « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. » Donc, quand vous êtes usufruitier, comme le nom l'indique, vous avez l'usus et le fructus, donc le droit d'utiliser le bien, le droit de percevoir les fruits du bien. Les fruits du bien, c'est ce qu'il produit, ce n'est pas forcément des vrais fruits. Pour des parts sociales, elles vont produire quoi? On peut déjà le deviner. Elles vont produire quoi? Des bénéfices. On va distribuer le bénéfice sous forme de dividende, et c'est ce dividende qui va être les fruits attachés ou produits par les parts sociales. Et on vous dit que c'est quand même l'usufruit, c'est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, puisque vous n'êtes pas devenu propriétaire, il y a un nu propriétaire, mais qu'on appelle nu propriétaire parce qu'il n'a plus l'usus et le fructus. Il lui reste quoi, pour ceux qui ont un fond de latin? Oui? Voilà, l'abusus, je l'entends de droite et de gauche, l'abusus, donc le droit de disposer du bien, puisqu'on vous dit que l'usufruitier doit conserver la substance, l'usufruitier ne peut pas vendre le bien, ne peut pas détruire le bien, il n'a pas ces prérogatives-là, puisqu'il n'a précisément que le droit d'user
et le droit que l'usus et que le droit de percevoir les fruits. Bien. Donc ça, c'est le régime du Code civil tel qu'il est prévu, et il peut arriver que le démembrement de propriété porte sur des parts sociales ou des actions. Donc, la propriété démembrée, ça peut être la propriété des parts sociales ou des actions. Pourquoi est-ce qu'on va faire ce démembrement? On va le faire notamment pour des raisons fiscales. Vous avez une personne qui est associée, elle veut continuer à gérer son entreprise, à gérer sa société, mais elle veut être moins imposée ou que ses héritiers soient moins imposés plutôt le jour où ils recevront les parts sociales. Et donc, qu'est-ce que va faire cette personne? Elle va conserver l'usufruit, mais elle va faire une donation à ses héritiers futurs, donation qui va porter sur la nue propriété, et du coup, cette opération va être moins imposée que si elle transférait la pleine propriété, et puis en plus, il ne veut pas encore, notre entrepreneur, transférer la pleine propriété, il veut continuer à gérer sa société, donc il veut garder l'usufruit sur les parts sociales. On a ça sur les droits sociaux, mais on l'a aussi sur des biens immobiliers. Vous allez donner à vos futurs héritiers la nue propriété des biens, mais vous voulez continuer à vivre dans votre immeuble, et donc vous gardez l'usus et le fructus. Bon. Donc, voilà une situation qu'on rencontre relativement fréquemment, par exemple sur des parts de sociétés civiles immobilières. Là, c'est à la croisée des parts sociales et de l'immeuble. Et comment est-ce qu'on appréhende alors cette situation? On a un texte spécial, je le reprends, c'est toujours notre article 1844 du Code civil, mais cette fois-là, c'est l'alinéa 3, qui nous dit « Si une part est grevée d'un usufruit », on n'utilise pas assez dans la vie de tous les jours le mot « grever ». Voilà, je vous invite à utiliser plus, comme dans « je suis complètement grevé », qui est mon expression préférée. Donc, c'est absolument nul, j'en conviens. Voilà, ne faites pas de tête sur Facebook avec des petits bonshommes qui m'injurient, merci. Si une part est grevée, c'est comment capter votre attention, si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation, ma carrière est maintenant fichue, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier. Donc, on me dit, si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote, on m'explique comment il est réparti, il appartient au nu propriétaire, par principe, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier. Donc voilà une répartition. Si on fait un usufruit, donc si on crée un usufruit, si on fait un démembrement de propriété des parts sociales, l'usufruitier, par principe, ne vote que sur les décisions concernant l'affectation des bénéfices. Qui peut décider qui sera le nouveau gérant, par exemple? C'est le nu propriétaire, sauf si on a prévu différemment, puisqu'on nous dit les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. Donc les statuts peuvent déroger. Alors, ils pouvaient déroger à l'histoire du mandataire unique des indivisaires, mais généralement ils ne vont pas le faire. Mais les statuts, surtout, peuvent déroger à la répartition des pouvoirs entre nus propriétaires et usufruitiers. Donc, on pourrait décider que, à la lettre du texte, on va voir si c'est vraiment le cas, on pourrait décider que l'usufruitier ne vote pas sur l'affectation des bénéfices. On va voir que la jurisprudence n'est pas d'accord avec ça. On pourrait décider que l'usufruitier a au contraire de beaucoup plus larges prérogatives que simplement de voter sur l'affectation des bénéfices. Quand on me dit les statuts peuvent déroger aux dispositions de cet alinéa, je crois comprendre qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a un texte sur les sociétés par action, je vous le signale à titre de comparaison, c'est l'article L225-110 du Code de commerce,
où on me donne une répartition différente. On nous dit, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires, et on précise, les statuts peuvent déroger aux dispositions de cet alinéa. Donc, dans les sociétés par action, on prévoit une répartition différente. Est-ce que l'usufruitier a plus de pouvoir dans les sociétés par action ou moins de pouvoir que dans le système du droit commun? Attention, question difficile. À vue de nez. Plus de pouvoir, pourquoi? Voilà, voter dans les assemblées générales ordinaires, c'est plus large que la seule décision relative à l'affectation du bénéfice. On verra que dans les sociétés par action, une assemblée générale ordinaire vote sur l'affectation du bénéfice, mais elle vote aussi, par exemple, sur la désignation des dirigeants de la société. Donc, le régime qui est prévu par principe, le régime légal, sauf dispositions différentes des statuts, donne dans les sociétés par action, article L225-110, plus de pouvoir à l'usufruitier que dans le système prévu par l'article 1844 pour toutes les sociétés, sauf règles spéciales différentes. Bien. Vous avez effectivement bien répondu à la question. Donc ça, c'est la répartition qui est prévue. Grande question que l'on se pose quand vous avez un démembrement de propriété qui est associé. Est-ce que le nu propriétaire est associé? Est-ce que l'usufruitier est associé? Est-ce qu'ils sont tous les deux associés? Est-ce qu'ils sont associés uniquement quand ils sont ensemble? La question se pose. La question, elle a été réglée depuis longtemps pour le nu propriétaire par la jurisprudence. Les textes ne nous disent pas qui a la qualité d'associé. La jurisprudence vous le dit. Alors on a eu un arrêt en 1973, mais l'arrêt qu'on cite généralement comme l'arrêt qui reconnaît le plus cette solution, c'est l'arrêt de Gast. Ça s'écrit D-E plus loin G-A-S-T-E. C'est un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 janvier 1994. Il est publié au bulletin parce que ça fait partie des grands arrêts du droit des sociétés. Et il va juger que le nu propriétaire a la qualité d'associé et que l'on ne peut pas porter atteinte à son droit de participer aux décisions collectives. Le nu propriétaire a la qualité d'associé, on ne peut pas porter atteinte à son droit de participer aux décisions collectives. Aucune dérogation n'est prévue concernant le droit des associés et donc du nu propriétaire de participer aux décisions collectives. Donc vous ne pouvez pas dire dans les statuts que le nu propriétaire ne vient pas aux assemblées quand c'est l'usufruitier qui vote. Parce que, nous dit cet arrêt, le nu propriétaire est associé et un associé a toujours le droit de participer aux décisions collectives. Donc il faut, et je remercie Éric Vernogochi qui vient de mettre l'arrêt en référence, il faut que l'on permette toujours au nu propriétaire de venir participer aux décisions collectives si on convoque une assemblée pour décider de l'affectation du bénéfice. Qui vote? Système de droit commun, article 1844. Les statuts ne disent rien de particulier. Qui vote? Qui pense que le nu propriétaire vote? Personne. Qui pense que l'usufruitier vote? Bien. Donc, vous avez bien compris que si les statuts n'ont rien dit, article 1844, c'est l'usufruitier
qui va se prononcer. Est-ce que l'on convoque à l'Assemblée le nu propriétaire, sachant qu'il ne votera pas? Le seul point à examiner, c'est est-ce qu'on distribue ou pas un bénéfice? Il ne votera pas sur cette question. Est-ce qu'on le convoque? Oui, on le convoque, merci, on le convoque parce qu'effectivement, il a la qualité d'associé. Même s'il ne vote pas, il faut distinguer ces prérogatives du droit de participer aux décisions collectives et du droit de vote. C'est comme tout à l'heure avec nos indivisaires. Ici, l'usufruitier vote sur l'affectation du bénéfice, mais si on a une discussion avant, le nu propriétaire, parce qu'il est associé, peut se prononcer. Et ensuite, l'usufruitier votera d'une manière ou d'une autre, mais en tous les cas, on ne peut pas priver le nu propriétaire de son droit de participer aux décisions collectives parce qu'il est un associé et que, nous dit l'article 1844, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Grande question, est-ce que l'usufruitier est, lui, un associé? Grande question parce que ça fait partie de ces grands débats fondamentaux. On aimerait bien savoir s'il est un associé. On nous dit dans les textes ou on nous dit dans les statuts sur quelle décision il peut voter. Mais pour vous prendre un exemple de question à laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse, dans certaines sociétés, l'associé est garant des dettes sociales. L'associé doit payer si la société ne paye pas. Si on me dit que le nu propriétaire est un associé, je sais que le nu propriétaire est garant des dettes sociales. Mais si je ne sais pas si l'usufruitier est un associé, je ne sais pas si l'usufruitier est garant ou non des dettes sociales. Je ne sais pas non plus, en l'état des textes, quand c'est le nu propriétaire qui doit voter, si je dois convoquer à l'Assemblée l'usufruitier pour qu'il se prononce lors de la discussion qui précède le vote. On sait que ce n'est pas l'usufruitier qui vote quand on va décider de vendre un bien de la société, par exemple, et de modifier les statuts en conséquence. Mais, question, est-ce que l'usufruitier doit quand même être convoqué à l'Assemblée parce qu'il est un associé? Vous avez en doctrine, vous avez eu beaucoup de discussions, vous avez une thèse, vous avez plusieurs thèses sur le sujet, la thèse d'Anne Rabreau, par exemple, sur l'usufruit des droits sociaux, là encore, comme la thèse que j'évoquais hier. Ce n'est pas en troisième année que vous partez, vous plongez dans la lecture de cette thèse, mais c'est l'ouvrage de référence sur le sujet dont je tenais à l'évoquer, ou un des ouvrages de référence. Et donc, sur cette question, est-ce que l'usufruitier a la qualité d'associé ou non? Eh bien, vous avez des auteurs qui se sont prononcés pour la reconnaissance et d'autres qui ont estimé que non, il n'était pas un associé. Le débat, alors il y a des textes qui laissent entendre qu'il n'est pas un associé. Par exemple, l'article 1844-5 du Code civil. C'est un texte qui nous dit que quand une société voit toutes ses parts réunies entre les mains d'un seul associé, alors la société peut être dissoute, sauf les cas de société où la loi autorise la société à vivre indéfiniment comme ça, société unipersonnelle, EURL, SASU. Et on nous dit juste après, donc la réunion de toutes les parts sociales n'entraîne pas la dissolution de plein droit, mais ouvre un droit de demander au juge la dissolution. Et on nous dit, l'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. Ça semble donc dire que l'usufruitier, on s'en fiche, que toutes les parts soient détenues par un seul usufruitier, ce n'est pas une situation d'associé unique. Ça pourrait vouloir dire que l'usufruitier n'est pas un associé. Mais est-ce que finalement, alors on pourrait dire oui mais attention, parce que s'il y a un usufruitier, il y a aussi un nu propriétaire, donc on a peut-être finalement
deux personnes qui sont associées, et donc on comprend que s'ils sont tous les deux associés, on n'est pas dans une situation de société unipersonnelle. Oui, mais si on lit le texte à contrario, ça veut dire que l'appartenance de la nue propriété de toutes les parts sociales à une même personne, ça équivaut à une situation de société unipersonnelle, et donc ça veut bien dire que le nu propriétaire est associé, lui, mais que l'usufruitier ne l'est pas. Dans les discussions doctrinales, ce qu'on a généralement évoqué, c'était... ceux qui pensent que l'usufruitier est associé vous disent « Regardez la preuve qu'il est associé, il vote à certaines décisions et il peut voter, les statuts pourraient le faire voter à quasiment toutes, voire toutes les décisions. Donc, ne me dites pas que cette personne n'est pas un associé, alors qu'elle vient, elle est convoquée aux assemblées, reçoit les informations, discute avec les autres associés et vote à la fin sur beaucoup de décisions. Et puis, d'autres vous disent, non, quand vous avez une situation de démembrement, vous avez, le texte du Code civil nous le dit, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. Donc l'autre, le nu propriétaire, serait bien l'associé, et ce n'est que par exception que l'on donnerait à l'usufruitier certaines des prérogatives de l'associé. Donc ce serait un non-associé, mais qui peut, par exception, parce que la loi l'autorise, exercer certaines des prérogatives de l'associé. Grande question, et là on se tourne vers la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, on attend la réponse qu'elle va nous donner, et cette réponse, alors, elle va venir de manière, à chaque fois, le moins qu'on puisse dire, c'est ambigu. Vous avez des arrêts qu'on peut lire comme refusant cette qualité à l'usufruitier, la qualité d'associé, d'autres arrêts qu'on peut lire comme lui reconnaissant cette qualité. Je prends un exemple, un arrêt que j'avais commenté de la Chambre commerciale du 2 décembre 2008, où on va vous dire que l'usufruitier pourrait commettre un abus du droit de vote. On verra cette notion, ce n'est pas la peine d'anticiper là-dessus maintenant, mais un abus du droit de vote s'il votait de manière contraire à l'intérêt social pour s'avantager au détriment des autres associés. Et là, on se dit, les autres associés, ça veut dire que lui est associé et il y a les autres associés. Donc, la Cour de cassation nous dit de manière discrète qu'il est lui-même associé. On n'a que des solutions comme ça. Autre solution qui était donnée par un arrêt de 2006 de la 3e Chambre civile, où si les associés ne sont plus en détention d'un bien, alors il se produit un effet particulier, et on va considérer que parce que le fait d'être devenu usufruitier du bien fait que les associés ne sont plus en détention du bien. Ça veut donc dire que l'usufruitier n'est pas un associé, mais c'est jamais des solutions claires et nettes. On vous dit jamais attendu que l'usufruitier est un associé ou attendu que l'usufruitier n'est pas un associé. Alors ça obligerait à un petit travail de rédaction, à expliquer ça n'est pas un associé, mais il exerce certaines des prérogatives de l'associé. On aimerait bien savoir quand même comment est-ce qu'il faut l'appréhender, cet usufruitier. On a un arrêt récent, qui est un arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 15 septembre 2016, sur la page Facebook, vous l'avez en référence, c'est le numéro 15-15172, qui est un arrêt important, manifestement. La 3e Chambre civile, qui est compétente en matière immobilière, mais qui du coup a à traiter les problématiques de sociétés civiles immobilières, va donner une réponse à cette question. Vous avez une société civile immobilière, vous avez certaines des parts qui font l'objet d'un démembrement, donc nu propriétaire, usufruitier, et une assemblée est convoquée
pour statuer sur la vente de l'immeuble de la société. Ça, c'est une décision qui relève normalement de la compétence de qui? Oui? Gérant? Non, enfin, vendre. Si on fait statuer l'Assemblée, ma question, ce n'est pas entre Assemblée et dirigeants, ma question, c'est si l'Assemblée est appelée à statuer. Est-ce que ça vous semble plutôt tomber dans le camp de l'usufruitier ou plutôt tomber dans le camp du nu propriétaire? Plutôt du nu propriétaire, parce qu'on est en train de porter atteinte, pas à la substance des parts sociales, mais on porte atteinte au patrimoine de la société, donc ça semble plutôt relever des prérogatives du nu propriétaire. Bien. Le nu propriétaire se plaint de ce que l'usufruitier, qui est une usufruitière en l'occurrence, n'a pas été convoqué à l'Assemblée. Et il dit, on a porté atteinte à son droit de participer aux décisions collectives. C'est quelqu'un de la même famille, nu propriétaire et usufruitier sont de la même famille, et donc le nu propriétaire va se plaindre de ce qu'on n'a pas convoqué à l'Assemblée une associée qui serait l'usufruitière. La Cour d'appel répond clairement en disant « Je lis l'article 1844-5 du Code civil, je lis les travaux parlementaires, admettons, et j'en déduis que l'usufruitier n'est pas un associé. » Donc la Cour d'appel dit clairement « L'usufruitier n'est pas un associé. » Le nu propriétaire forme un pourvoi en cassation. Son pourvoi est rejeté. La troisième chambre civile va considérer que l'Assemblée n'a pas à être annulée parce qu'on aurait porté atteinte au droit de participer aux décisions collectives de l'usufruitière. Est-ce que c'est une solution parfaitement claire? On peut se dire, si elle n'a pas de droit de participer aux décisions collectives, c'est donc qu'elle n'est pas une associée. Mais on ne nous a pas dit, attendu que l'usufruitier n'est pas un associé. On n'a pas un bel attendu de principe qui viendrait nous régler la question de manière définitive. On nous dit que pour une assemblée sur laquelle il n'a pas compétence ou il ne va pas voter, il n'a pas de droit de participer aux décisions collectives. Alors on peut se dire, en négatif, en creux, ça dessine le fait qu'il n'est pas un associé, mais on n'est pas encore complètement sorti d'affaire, me semble-t-il, parce qu'on n'a pas un arrêt qui le dit clairement. Alors, l'arrêt qui voudra le dire clairement un jour devra dire c'est quelqu'un qui n'a pas la qualité d'associé, mais qui va exercer des droits d'associé. Et lorsqu'il exerce des droits d'associé, il a l'intégralité de ses droits. Donc, s'il peut voter, il a un droit de participer aux décisions collectives. Il a un morceau des droits de l'associé. Voilà. Mais, donc, c'est une décision récente, décision importante, publiée au bulletin, décision à mettre dans la petite liste des décisions qui statuent sur ces questions. Il y en a une autre dont je vais parler qui est plus ancienne, mais qui est importante sur le statut de l'usufruitier. En tous les cas, sur cet arrêt du 15 septembre 2016. Aujourd'hui, c'est triste, les arrêts n'ont plus de nom, donc c'est l'arrêt X, puisque c'était, l'usufruitière était Marie-Thérèse X. Et donc, voilà, sur cet arrêt X, il est à prendre en considération. Vous l'avez commenté sur mon blog le dimanche quand je n'ai rien à faire, je pense à vous. Et à ce moment-là, je commente un arrêt. Voilà, donc un commentaire assez court, assez simple, qui vous rappellera les différentes références qu'il y avait avant sur cette question. En tous les cas, pardon, donc arrêt du 15 septembre 2016. Sur l'usufruitier, il faut signaler une autre décision importante, qui est l'arrêt Hainaut. Celui-là avait encore un nom, arrêt Hainaut, H-E-N-A-U-X.
Donc, arrêt Hainaut, c'est un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 31 mars 2004. Chambre commerciale, 31 mars 2004, publié également au bulletin. Je vous rappelle le cadre, article 1844, le nu propriétaire a le droit de vote, par principe, l'usufruitier vote sur l'affectation des bénéfices, parce que ce sont des fruits que le bénéfice distribué, mais, alinéa final du texte, les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, donc à l'alinéa sur l'indivision et à l'alinéa sur le démembrement de propriété. Donc, quand on lit ce texte, on comprend que l'usufruitier pourrait finalement ne voter sur rien du tout. Ou voter sur, pourquoi pas, je ne sais pas moi, la désignation des dirigeants, mais que le droit de voter sur l'affectation du bénéfice, on le laisse au nu propriétaire. Les statuts pourraient décider que dans notre société, l'usufruitier ne vote pas sur l'affectation des bénéfices. Ça, c'est ce qu'on croit quand on lit le texte. Et puis arrive l'arrêt Hainaut, donc l'arrêt du 31 mars 2004, qui nous dit quoi? Qui nous dit « justifie légalement sa décision d'annuler la clause statutaire, prévoyant qu'en cas de démembrement, le droit de vote à toutes les assemblées appartient au nu propriétaire. » Donc vous avez des statuts qui ont dit que c'était toujours le nu propriétaire qui votait. Une cour d'appel annule la clause et la Cour de cassation vous dit « oui, la clause est effectivement nulle, la Cour d'appel a bien fait de l'annuler. » Pourquoi? Parce que la Cour d'appel a retenu que cette clause, en ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonne à la seule volonté des nus propriétaires le droit d'user des parts et d'en percevoir les fruits, alors que c'est une prérogative, nous dit l'article 578, de l'usufruitier. Donc, on nous dit, la Cour d'appel nous dit que les statuts, en décidant que c'était le nu propriétaire qui votait sur tout, eh bien, les statuts ne permettent pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices et subordonnent à la seule volonté du nu propriétaire le droit de percevoir les fruits produits par les parts. C'est une solution, a-t-on fait observer, qui est fondée sur le droit des biens, plus que sur le droit des sociétés, parce que le fondement de la solution, c'est l'article 578 du Code civil, qui vous dit que l'usufruitier a le droit de percevoir les fruits. Et l'une d'entre vous pose très bien la question, est-ce que ce n'est pas vider l'usufruit de sa substance de priver l'usufruitier de son droit de vote? Qu'est-ce que ça veut dire vider de sa substance? L'usufruit, c'est le droit d'user de la chose et de percevoir les fruits. C'est vrai que user de la chose, si vous ne votez jamais, finalement, est-ce que vous usez de la chose? On peut se dire que vous n'avez plus du tout de droit d'associer. Dans le même temps, si on dit que l'essentiel, c'est de percevoir les fruits, il y a peut-être un problème dans la solution, parce qu'on nous dit que donner l'intégralité du vote au nu propriétaire, c'est priver l'usufruitier de son droit de percevoir les fruits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Absolument. Le nu propriétaire va en assemblée, vote une distribution de dividendes ou non, mais s'il vote une distribution de dividendes, ils vont à qui les dividendes? Ils vont à l'usufruitier. Donc, il n'a pas perdu son droit à percevoir les fruits, mais c'est vrai que ça passe par une décision du nu propriétaire. Et peut-être que le nu propriétaire va faire n'importe quoi.
Il va voter systématiquement, tant que le démembrement existe, peut-être que le nu propriétaire va systématiquement mettre en réserve les bénéfices, ne jamais de distribuer de dividendes. On verra quand on étudiera, je le renvoie pour ne pas vous assommer trop aujourd'hui, la question du statut des réserves au regard de l'usufruit de droits sociaux, plusieurs décisions récentes sur le sujet. En tous les cas, donc, on pourrait avoir un nu propriétaire qui vote systématiquement la mise en réserve et qui, du coup, va asphyxier l'usufruitier qui ne percevra jamais de dividendes. Et du coup, on va vider de sa substance l'usufruit. D'accord. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu dire plutôt que, en cas d'abus de la part du nu propriétaire, alors on remettait en question l'organisation qui avait été faite. Mais on est quand même gêné parce qu'on a un texte qui nous dit le principe c'est l'usufruitier vote sur l'affectation du bénéfice, mais les statuts peuvent déroger à cela. Et avec cet arrêt Hainaut du 31 mars 2004, la Cour de cassation vient nous dire non, on ne peut pas déroger à cela pour retirer à l'usufruitier son droit de voter sur l'affectation du bénéfice. On est un peu gêné par ça parce qu'on croyait qu'on avait une liberté. Dans la pratique, ça veut dire que des avocats, par exemple, ont pu conseiller, ont pu faire des statuts dans lesquels ils ont dit que l'usufruitier ne votait pas sur l'affectation des bénéfices, mais recevait en contrepartie d'autres choses. Et on va découvrir que la clause n'est pas valable, alors qu'on avait pourtant, je ne parle pas d'une expérience vécue par moi, mais on avait pourtant un texte qui disait assez clairement qu'on pouvait déroger à cela. On découvre qu'on ne peut pas déroger tant que ça qu'on ne peut pas déroger tant que ça à cette organisation légale, puisque on ne peut pas retirer à l'usufruitier son droit de voter sur l'affectation du bénéfice. Donc ça, c'est l'arrêt Hainaut du 31 mars 2004. Dernière question qu'on va voir ensemble. Après le droit des biens, c'est le droit des régimes matrimoniaux qui va s'y coller, c'est la situation de l'époux associé. Situation de l'époux associé, comment est-ce que ça se passe quand une personne qui se trouve associée est dans le même temps mariée? Première question qu'on va se poser, est-ce que des époux peuvent être ensemble associés d'une même société, en précisant que c'est une situation en pratique qui est relativement fréquente, que ce soit des époux qui travaillent ensemble et ils vont faire une société familiale, où ils vont être ensemble associés. Pendant un temps, vous aviez, ça a pris fin en 1985, vous aviez un texte qui interdisait à deux époux d'être ensemble associés d'une société à responsabilité illimitée quand il y avait aussi responsabilité solidaire. C'est l'article 1832-1 du Code civil, donc modifié par une loi du 23 décembre 1985. On nous dit, même s'il n'emploie que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer, ensemble ou non, à la gestion sociale. Et avant que la loi de 85 intervienne, il y avait une phrase qui a disparu, qui disait « Toutefois, cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. » Parce qu'on considérait on ne voulait pas que tout le patrimoine d'un ménage, d'une famille, soit menacé par la faillite, entre guillemets, d'une seule société. Si vous aviez les deux époux qui étaient ensemble associés d'une société où ils étaient tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, le risque était que la société ne pouvant pas payer ses fournisseurs, ses banquiers, ses salariés, ces personnes
agissent en paiement contre les associés, et alors aller prendre l'intégralité de leurs biens aux époux, et donc le ménage entier allait y perdre toute sa fortune. Donc, jusqu'en 1985, on ne permettait pas que les deux époux courent ce risque très important sur tous leurs biens ensemble. Un seul époux pouvait être dans une telle société, et donc ça a été supprimé par... il pouvait être dans deux sociétés distinctes, mais on ne voulait pas qu'ils soient ensemble dans la même société qui leur faisait courir un tel risque. Et ça, donc, c'est supprimé par cette loi du 23 décembre 1985, loi qui réforme de manière importante le droit des régimes matrimoniaux. Donc ça, c'est une première question. Deuxième question, elle est liée, il y a plusieurs sous-questions qu'on va voir, mais sans doute pas toutes aujourd'hui. Deuxième question qui est liée au régime de communauté. Vous avez des régimes matrimoniaux qui font apparaître entre les époux une forme particulière de copropriété des biens, une forme particulière de gestion des biens, c'est ce que l'on appelle la communauté. Vous avez dans le régime qui est applicable par défaut, le régime de la communauté réduite aux acquêts, vous avez une distinction à faire dans les biens dont les époux sont propriétaires. Vous avez monsieur et madame, ou monsieur et monsieur, ou madame et madame, mais dans mon exemple, je vais prendre monsieur et madame avec votre permission. Donc vous avez monsieur et madame, chaque époux a des biens qui lui sont propres, et ensuite il y a une sphère de biens qui sont les biens communs, sur lesquels les époux vont exercer ensemble certaines prérogatives. Donc, bien propre, bien commun. Lorsque un bien est commun, parce que les deux époux ont faculté à exercer des droits sur ces biens, eh bien, on a une règle particulière, je vais me contenter d'évoquer cette règle-là pour terminer le cours, qui est prévue à l'article 1832-2 du Code civil. Cette règle, qu'est-ce qu'elle prévoit ? Elle prévoit que si un époux achète des parts de société, pas des actions, uniquement des parts, donc des parts de SARL ou des parts de société civile ou de SNC. Si un époux achète des parts ou souscrit des parts, c'est-à-dire fait un apport à une société qui se constitue ou qui augmente son capital. Donc si un époux achète ou souscrit des parts avec des fonds qui sont communs ou apportent un bien commun de manière plus large, à ce moment-là, il doit en informer son conjoint. Il doit en informer son conjoint et le conjoint a la possibilité, s'il le souhaite, de devenir lui aussi associé de la société pour la moitié des parts sociales souscrites par le premier époux. L'idée, c'est que comme c'est un bien qui est apporté ou des fonds qui sont apportés sur lesquels les époux ont autant de droits l'un que l'autre, si ce bien permet à un époux de devenir associé, l'autre époux a droit lui aussi à devenir associé, sauf s'il renonce à cela. Mais si on n'a pas informé l'époux de ce qu'on était en train de devenir associé en utilisant des biens communs, il y a une action en nullité qui est ouverte, puisqu'on nous dit qu'un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, sanction de nullité, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. Donc c'est l'article 1832-2 et vous remarquerez que quand on nous dit, article 1844-10, quand on nous parle de la nullité de la société, on ne nous parle pas de la nullité, on nous dit qu'elle ne peut résulter
que de la violation des dispositions des articles, etc., etc., mais pas le 1832-2. Donc, l'acquisition ou la souscription doit pouvoir être annulée, mais ça n'est pas une cause de nullité de la société. On revient sur ces questions de statut de l'époux associé dès lundi prochain, chers amis. Merci de votre attention. Et merci à vous aussi.